Je me présente, Pierre-André Leboeuf. Je suis responsable du développement durable pour Soprema Canada depuis 5 ans. Aujourd'hui, ce que je cherche à faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous faire prendre conscience de l'importance du geste de recycler votre polystyrène, puisque nous, justement à Sherbrooke, à moins de 20 minutes d'ici, on a une usine, où on est une des usines en Amérique du Nord qui recycle le plus grand volume de polystyrène. C'est plus de 10 000 tonnes de polystyrène par année qui est recyclé ici, dans la région directement. Puis nous, ce qui est intéressant à ça, c'est qu'on en fait des panneaux d'isolation pour les bâtiments. C'est super intéressant puisque la présentation qu'il y a eu juste avant, probablement qu'elle vous a beaucoup intéressé, beaucoup plu, mais elle se trouve vraiment complémentaire, en fait, celle que je vais faire aujourd'hui, puisque la présentation d'avant était très axée sur l'efficacité énergétique du bâtiment, mais il n'y a pas juste ça, hein, comme impact que les matériaux peuvent avoir. Donc, je vais aussi avoir l'occasion de vous parler des autres impacts qui peuvent arriver à travers le cycle de vie d'un produit, dans le cas du polystyrène. Je vais me permettre une brève introduction de qu'est-ce que Soprema, parce que ce n'est pas nécessairement une entreprise qui est connue de tout le monde. C'est sûr que si vous avez pris l'autoroute 10 en direction de Sherbrooke, vous avez probablement déjà vu l'usine avec l'éléphant, mais en réalité, c'est un mammouth, mais l'usine avec l'éléphant. Puis à Drummondville, on a beaucoup d'activités aussi. C'est une entreprise française qui a été fondée en 1908 à Strasbourg. Ça fait à peu près 40 ans qu'on est au Canada. Puis à travers le pays, c'est 25 établissements, c'est plus de 900 employés, une douzaine d'usines. Puis on est dans diverses facettes là, pour l'enveloppe du bâtiment. Donc on est dans l'isolation thermique, on va aussi faire des membranes d'étanchéité pour les toitures, on va faire des scellants. Donc quand on fait un bâtiment, il va avoir une structure, mais il va aussi avoir une forme d'emballage, comme un cadeau. Donc, nous, on va fabriquer ces fameuses composantes-là pour faire en sorte qu'on puisse envelopper tout le bâtiment. Évidemment, on est dans plusieurs pays, dans plus de 90 pays. On a plus de 8000 employés à travers le monde. Donc, ce n'est pas une petite entreprise. On est dans divers secteurs. On est aussi dans l'insonorisation, mais on est aussi dans les toits verts, les toitures végétalisées, depuis les années 90 facilement. Nous, depuis environ 2019, on a pris un virage assez important pour mettre le développement durable à l'ordre du jour de manière à la hauteur de nos attentes. Nous, notre démarche de développement durable, on l'a axée sur l'approche du cycle de vie, puisque c'est pas vrai que c'est seulement l'efficacité énergétique. Il y a des impacts à d'autres niveaux, puis ça passe avec le choix de la matière première, la manière que je vais fabriquer mon produit, la manière que je vais le distribuer aussi, notamment avec l'emballage que je vais utiliser. Puis nous, ce qu'on trouvait important aussi, c'est de considérer tout l'ensemble de l'œuvre parce que, par exemple, au niveau de l'installation, si j'ai un entrepreneur qui n'installe pas correctement un produit, de un, il ne répondrait pas aux critères ou il n'atteindra pas les performances voulues. Ou pire encore, je vais devoir probablement l'enlever pour recommencer. Donc, tous les efforts que je vais avoir faits en amont vont avoir servi à rien en quelque sorte, puisque, il y a une étape à ce niveau-là qui a été négligée. C'est pour ça que nous, de notre côté, on accorde beaucoup d'importance à la manière de simplifier les manières d'installer nos produits, que ça soit clair avec les guides d'installation, les vidéos. On fait même des vidéos pour montrer aux installateurs comment que le produit s'applique. Mais aussi, on accorde beaucoup d'importance à la formation, puisqu'on estime que c'est comme du vélo. Si je te donne un vélo, mais que je ne te montre pas comment pédaler, ça se peut que tu tombes plusieurs fois. Donc, vraiment, je ne veux pas trop passer de détails là-dessus, puisqu'aujourd'hui, vous êtes venus m'entendre parler du polystyrène qu'on utilise pour faire la fabrication de panneaux isolants. L'usine, en réalité, qu'on a à Sherbrooke, c'est la seule usine de ce type-là qu'on a en Amérique du Nord. Puis, présentement, c'est entre 70 puis 77 du contenu dans le produit qui vient de matière recyclée. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque si on se compare avec d'autres produits équivalents en polystyrène, on se trouve dans du 20 à 30 de contenu recyclé. Donc c'est vraiment très supérieur à la compétition. Puis nous, évidemment, on trouvait ça important de faire reconnaître ce contenu recyclé-là. Donc, on a une tierce partie indépendante qui annuellement valide les quantités de contenu recyclé qu'on met dans les produits. Donc, ce n'est pas juste une déclaration que nous, on dit « Ah, nous, on met du recyclé ». Il y a même quelqu'un qui le certifie, qui dit « Oui, exact, les chiffres sont conformes à la norme ISO 14020 qui, dans notre secteur, est une norme qui dit comment déclarer et calculer le contenu recyclé ».
En réalité, le panneau en question a plusieurs applications assez simples. C'est un panneau d'isolation qui est très apprécié pour sa flexibilité pour des applications au niveau des fondations, mais qui peut être aussi utilisé au niveau des murs, au niveau de la toiture. Pourquoi on va beaucoup l'aimer au niveau des fondations, c'est qu'il va avoir une très grande résistance à l'eau. Donc, tout ce qui est... l'eau va avoir... C'est pratiquement impossible que l'eau rentre là, pour vous dire les vraies choses. Puis, ça a une grande pression hydrostatique aussi. Donc, tout ce qui est sur la compression, il va être très résistant aussi. Donc, au niveau des fondations, surtout si on a un sol qui bouge, on va vouloir... ça va être un avantage pour nous, parce que, du moins pour le bâtiment, parce qu'on va réduire les risques de fissures au niveau des fondations. Évidemment, il y a d'autres matériaux qu'on va utiliser en arrière pour accroître l'étanchéité, mais c'est comme une couche du système qui va faire en sorte qu'on va assurer la durabilité de la fondation, mais aussi son isolation thermique. Tantôt, j'ai parlé brièvement du contenu recyclé. Pour résumer, nous, en fait, on a une gamme qui s'appelle le Sopra XPS. Puis, dans cette gamme-là, il va y avoir plusieurs types de produits. Comme on le voit à l'écran, c'est peut-être petit, mais vous êtes quand même capable de voir, je crois. On passe du Sopra XPS 20 à Sopra XPS 100. Donc, ça, c'est les spécificités du produit. Ça va être la résistance thermique, ça va être l'épaisseur aussi. Donc, chaque produit va avoir ses spécificités, puis va être utilisé pour des applications vraiment précises. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas de vous expliquer à quoi va servir le Sopra XPS 30, ce n'est pas ça l'objectif. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que nous, en fait, il y a une portion aussi qu'on voit en gris, que c'est du contenu recyclé, mais qu'on réutilise à travers le cycle de production. Donc, nous, on trouvait ça important dans notre transparence de dire qu'est-ce qui vient du consommateur, fait que le contenu recyclé post-consommation, qu'est-ce qui vient des industries, donc le pré-industriel ou pré-consommation, puis qu'est-ce qui vient de nos rejets à nous. Donc, on fait patte blanche, voici toutes nos sources à ce niveau-là, en fonction de chaque produit. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même en forte proportion. On a une belle moyenne qui se situe dans le 75 donc, ça, c'est très bon. Puis, ce qui est intéressant aussi avec le Sopra XPS et tous les autres types d'isolants en polystyrène extrudé, c'est que c'est un matériau qui, en réalité, va être 100 recyclable en fin de vie. Donc, ça, c'est un avantage qu'il y a versus d'autres types d'isolants, parce que ce n'est pas tous les autres isolants qui vont pouvoir se recycler. Donc, dans une approche d'économie circulaire, ça peut devenir intéressant, puisque ça fait en sorte que si j'ai une rénovation de bâtiment, je ne suis pas obligé de gaspiller littéralement mon matériau en arrière. Les sources d'approvisionnement, en fait, c'est assez simple. Quand on entend polystyrène, c'est le fameux plastique numéro 6, le mal-aimé des plastiques. On l'a tous déjà fait, de voir quelqu'un avec un verre en polystyrène puis dire « bon, il est un peu cave ». Mais en réalité, cette matière-là est intéressante puisqu'elle est recyclable dans la mesure où on la met au recyclage ou on l'amène dans un point de dépôt. On va aussi trouver beaucoup de polystyrène dans le secteur des pêcheries. Toute l'industrie de la pêche, ils vont transporter beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer avec des grosses caisses en polystyrène. Donc, nous, il y a beaucoup de ces matières-là qui viennent de ce secteur-là. Puis on va aussi beaucoup avoir de matières qui vont venir de grands distributeurs d'électroménager ou de produits électroniques, comme des Bro et Martineau, ce monde, des Best Buy, ceux qui vont avoir beaucoup de protection pour les électroménagers, comme un frigidaire, par exemple. Puis ça, ça fait du sens parce qu'en réalité, ces emballages-là sont en quelque sorte essentiels aussi parce qu'un emballage de ce type-là sert à protéger l'équipement. Puis, on s'entend, il n'y a personne qui s'attend d'acheter un frigidaire avec 8 POC dessus, à moins qu'on me donne un maudit bon rabais. Donc, il y a un avantage à ça. Puis, cette matière-là, bien évidemment, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la recycler. Nous, dans les impératifs, c'est sûr, ça nous prend des gros volumes. 10 000 tonnes de polystyrène, c'est beaucoup. C'est énorme, là. Si je prends la matière sous sa forme d'origine, pour vrai, là, ça va me prendre 12 fois le site de Sherbrooke qu'on a facilement pour le remplir. Puis, je ne pourrais même pas vous donner l'ordre de grandeur du site parce que je ne me souviens pas des grandeurs, mais c'est, mettons que vous passez en face, vous pouvez voir que c'est grand. Bien, c'est ça, ça donne une bonne ordre de grandeur là-dessus. Puis, ça prend une certaine aussi stabilité sur l'approvisionnement. Nous, c'est un constat qu'on fait, puis que c'est
notamment avec des initiatives comme ça aujourd'hui, qu'on veut que les choses évoluent dans ce sens-là. Nous, présentement, c'est moins de 10 du polystyrène qu'on reçoit à Sherbrooke qui vient du Québec. Le reste de notre sourcing, il vient principalement des États-Unis puis des autres provinces canadiennes. La raison pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que cette matière-là se recyclait puis qu'il y avait une certaine valeur aussi. Donc, c'est sûr que nous, on encourage, là, depuis l'ouverture d'usine en 2018, on encourage les villes à prendre ce virage-là. Puis on est chanceux parce que sur le territoire ici, la ville de Magog peut collecter le polystyrène à son écocentre. La ville de Sherbrooke, dans ses deux écocentres aussi, ils peuvent le faire. La MRC de Val-Saint-François, toutes les municipalités ont des points de dépôt dans chaque village, pratiquement, dans chaque ville. Donc, tout ça, cette matière-là, bon, moi, on s'assure qu'elle soit recyclée via notre usine à Sherbrooke. Qu'est-ce que ça a de l'air du polystyrène quand ça arrive chez nous? On va avoir deux types. On va avoir le polystyrène sous sa forme d'origine, qu'on va essayer d'avoir le moins possible parce que ça prend de la place, puis c'est compliqué logistiquement. Puis c'est aussi un fardeau environnemental sur le plan du transport notamment. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Là. Quand vous dépassez un camion sur l'autoroute, les fameuses remorques, les grands trailers, c'est grand ça, là, à peu près 53 pieds. Bien, un voyage de matière densifiée, comme on peut voir à l'écran, ça c'est de la matière qui a été conditionnée pour favoriser son recyclage. Bien, un voyage de matière densifiée comme ça, c'est à peu près 30 à 40 voyages de matière sous sa forme d'origine. Donc, c'est énorme. Mettons, on prend un bloc. Un bloc, là, vous prenez, là, mettons, sur la dernière image, là, on prend juste un petit bloc, parce que c'est comme des petits blocs Lego, là, une fois que c'est densifié. Bien, un petit bloc comme ça, c'est l'équivalent de toute la grosse boîte de carton, une fois densifié. La règle, là, c'est un 50 pour 1, c'est vraiment énorme. Fait que nous, c'est sûr qu'on encourage les villes à aller vers des investissements pour ce type d'équipement-là. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que cette matière-là, bien, il y a beaucoup de technologies présentement qui existent, que des villes, que des entreprises utilisent déjà pour favoriser le recyclage de ça. Puis que nous, bien, principalement, notre matière, bien, c'est comme ça qu'on le reçoit. Présentement, là, si on visite notre entrepôt de matière première, c'est 1000 tonnes de polystyrène qui est entreposé là. Puis on a un roulement, bien, si c'est 10 000 tonnes par année, bien, vous faites le calcul. Là, c'est quand même un roulement qui est assez important, fait qu'il en passe beaucoup de la matière là, dans l'usine à ce niveau-là. Le procédé de fabrication est relativement simple. En réalité, quand on passe en avant de l'usine à Sherbrooke, c'est comme si on avait deux usines. On a une unité de transformation pour le recyclage en arrière, très simple, entreposage de matières premières. On a un gros convoyeur où on prend le polystyrène littéralement avec un lift, puis un chariot élévateur, je veux dire, avec une petite pelle, puis on met ça dans un convoyeur. Il y a un premier broyage qui se fait, qui va ensuite vers l'extrudeuse. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire refondre le polystyrène pour en faire des billes de plastique. Parce qu'en réalité, le plastique qu'on a sous sa forme d'origine, ben, c'est des petites billes. Donc, nous, on ramène la matière sous sa forme d'origine. Puis ensuite, ben, on l'alimente, on envoie vers le procédé d'extrusion pour faire les panneaux d'isolation. Donc là, après ça, ben, c'est comme si on faisait une soupe. Là, c'est littéralement un mélange visqueux qui est chauffé, puis qu'avec la pression, en même temps, ben, j'essaie de vous le vulgariser le plus possible, là, parce que c'est quand même complexe, mais en même temps, on va injecter des gaz. Puis ces gaz-là, c'est ça qui va faire le gonflement du panneau. Parce qu'en réalité, ces gaz-là, ben, parce que c'est léger. Hein, un panneau d'isolation en polystyrène ou un verre en styromousse, c'est très léger. Hein. C'est parce qu'en réalité, c'est un plastique qui a été gonflé avec de l'air pratiquement. Mais dans le cas de l'air, c'est pas nécessairement possible de faire ça avec un panneau d'isolation comme ça parce que c'est trop instable. Donc, c'est des gaz comme le CO2, par exemple, ou le HFO qui va être utilisé pour pouvoir le faire. En même titre que quand vous prenez une boisson gazeuse, bien, le fait que c'est pétillant, bien, il y a du gaz dedans. Fait que ça crée des bulles d'air dans votre boisson qui fait en sorte que vous avez cette sensation-là. Ouais, tu as une question? Ben, si c'est pertinent, là. Ouais. Ah, bien ça, c'est une très bonne question. Puis, si tu me permets, dans 2 diapositives, je vais pouvoir te le montrer.
Ah oui, tu as une petite longueur d'avance sur le groupe. Ouais. C'est une bonne question parce que qui reflète bien, si je me trompe, est-ce que tu travailles dans le milieu de la construction? Bon, qui reflète bien une perception que le milieu de la construction a, puis qui est une perception qui est bien fondée en réalité. Parce que l'intervention de monsieur est très pertinente parce que c'est vrai que cette catégorie-là d'isolants a un fort impact sur l'environnement. Mais il y a eu beaucoup de changements dans l'industrie pour réduire cet impact-là. Puis moi, je vais vous le montrer tantôt. Nous, ça a été un de nos gros chantiers pour réduire l'impact du produit, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'utilisation des agents gonflants, mais aussi l'utilisation du plastique. Fait que nous, le fait qu'on a utilisé beaucoup de contenu recyclé, on a apporté des changements sur les agents de gonflement, on a réduit de 99,9 notre impact. Mais je vais le montrer tantôt. On a juste pris un petit peu d'avance, mais ce n'est pas grave. Je vais juste faire un petit sprint sur les différentes étapes de la chaîne de valeur, en fait. Donc, les fameuses barquettes, les équipements de protection que je parlais tantôt, les gens peuvent amener ça dans les écocentres. À partir de là, nous, on fait le recyclage pour faire l'extrusion des petites billes de plastique, comme je vous ai parlé. Ça, j'en ai déjà expliqué. Donc, c'est tout le processus là, pour, justement, injecter tous les ingrédients pour faire le processus pour arriver à faire les panneaux. En réalité, les panneaux sur la ligne de production, ça ressemble à ça. C'est comme un panneau sur plusieurs kilomètres en réalité. On doit faire une coupe. Après ça, il y a une impression, évidemment. Pour avoir les spécificités du panneau, comme par exemple, là, ici, on a un R15. Finalement, il y a un assemblage pour favoriser le transport. Puis, c'est comme, on fait des gros blocs jusqu'à temps qu'on puisse mettre ça sur un flatbed. Puis, ça part de l'usine. Puis, on a ça, par exemple, c'est à peu près 10 minutes de production, ce qu'on a sur le voyage comme ça. L'usine, elle a une capacité. En fait, annuellement, c'est plus de 5 millions de panneaux isolants qu'on fabrique par année. Donc, c'est énorme. C'est très grand. Puis, évidemment, considérant cette grande quantité-là, la réduction à la source, là, avec l'intégration de contenu recyclé, là, elle devient positive parce que tous ces panneaux-là, même pour l'entrepreneur qui s'en fout de l'environnement, mais il va le choisir pour ses performances, puis il va le mettre dans un bâtiment, mais il va avoir une réduction d'impact en réalité. Parce que si je le compare à la compétition, nous, on a démontré avec les analyses de cycle de vie qu'on est 32 fois moins polluant que les autres par rapport au choix qu'on a fait. Donc, ça devient intéressant parce qu'on vient réduire d'une certaine manière l'impact dans le bâtiment, l'impact des matériaux, je veux dire. Les applications, dans les étapes qui suivent, une fois que ça arrive sur les chantiers, c'est des panneaux qui s'installent super bien, qui s'emboîtent, qui ont comme des encoches là, qui font en sorte qu'on peut les assembler ensemble. Puis là, la fameuse diapo qui me permet de justifier ma réponse à la question que j'ai eue tantôt. Présentement, là, mettons, si on regarde l'ensemble du cycle de vie du matériau, le principal impact est lié à l'extraction des matières premières. Puis ensuite apparaît tout ce qui est lié à son transport, évidemment, puis la fabrication des panneaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une portion pour la fin de vie. Nous, on a des résultats qui sont quand même élevés pour la fin de vie, puisque présentement, le scénario qui est établi, c'est l'enfouissement. Parce qu'on n'a pas nécessairement encore implanté de programme qui permet de démontrer que nous, on recycle une certaine quantité de panneaux issus des chantiers de construction. On souhaite aller vers ça, mais pour l'instant, on veut apprendre à marcher avant de courir. Donc, on s'est beaucoup concentré à la source du problème pour commencer. Là, la diapo ici, je ne sais pas si ça va être assez clair avec la grosseur puis le bleu. Vous voyez là, le premier bleu complètement dans le bas, plus foncé, ça, c'est l'impact du polystyrène vierge. Nous, le polystyrène vierge, c'est à peu près... Je l'ai-tu noté à quelque part? Non, je ne l'ai pas noté. C'est à peu près 5 à 10 du panneau. Donc, l'impact est plus important que mon 70 de recyclé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que le fait que j'intègre du contenu recyclé, ça réduit beaucoup l'impact au niveau de mes matières premières. Puis là, les autres endroits qu'on voit qu'il y a des gros impacts, c'est tout ce qui est lié au transport de ces matières-là parce qu'évidemment, nous, le fait qu'on soit obligé d'aller les chercher aux États-Unis,
bien ça, c'est qu'il y a un impact au niveau du transport. Mais le fait que je transporte de la matière densifiée, bien, ça me permet beaucoup d'atténuer cet impact-là. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient comparer l'impact de notre matériau, mais avec ceux de la compétition. Donc, là, chaque barre correspond à un produit d'isolant équivalent en polystyrène extrudé. Puis nous, on n'a pas inventé leurs chiffres. Ils ont calculé leur affaire avec une tierce partie comme nous de leur côté, puis ils ont respecté les règles de calcul qui sont établies par l'industrie. Parce qu'en réalité, c'est comme les voitures électriques. Hein. Si on veut faire une analyse de cycle de vie des voitures électriques, bien, il y a des règles, il y a une méthodologie à suivre pour faire en sorte que ça soit comparable. Parce que quand on fait une analyse de cycle de vie comme ça, bien, tu veux que la personne qui envoie ça soit capable de dire « OK, bien, j'ai deux produits équivalents, c'est lequel qui a le plus faible impact. » Fait que c'est sûr que nous, il y a des choses qui nous avantagent beaucoup, comme le fait que nos activités se trouvent au Québec. Au Québec, là, on est vraiment chanceux parce qu'on a l'hydroélectricité. Nous, on a une ligne de production qui est même que l'usine à Sherbrooke qu'on a, il n'y a pas pratiquement de consommation de combustible fossile. Le procédé de fabrication est électrique. Puis pour la consommation de gaz qu'on en fait, c'est simplement pour chauffer le bâtiment quand il y a des froids qui sont en dessous de 20 degrés, par exemple, de moins 20. Donc, à ce niveau-là, nous, on a même des murs solaires qui font en sorte qu'on peut chauffer le bâtiment avec la captation de chaleur à même nos revêtements extérieurs. Puis on a des systèmes de récupération de chaleur dans l'usine où toute la chaleur des procédés de fabrication va être distribuée ailleurs dans le bâtiment. Fait qu'on a vraiment tout optimisé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à ce niveau-là. Puis si je viens résumer le tableau qu'on a ici, on peut voir que tout ce qui est lié aux matières premières, c'est là le principal poste d'impact. Puis quand on regarde les autres ensuite qui apparaissent, c'est toute la phase liée évidemment à la fin de vie. Là, le vert, c'est vraiment très important. Nous, là, on est le dernier complètement au fond. Fait que les ordres de grandeur sont assez importants. Qu'est-ce qui explique ça en partie? C'est que il y a, oui, le contenu recyclé, mais il y a aussi les gaz qui sont utilisés. Le fameux gaz pour faire le gonflement. Il y a des lois qui existent qui viennent réguler ça. Puis ces lois-là, ils mettent des seuils. Puis les gaz qui sont utilisés, selon le gaz, le type de gaz qu'on va prendre, ça va avoir un impact sur le climat, sur le réchauffement planétaire qui va varier. Donc, si je peux simplifier, mettons qu'on prend le CO2, son impact, le CO2, sur le climat, ça va être un facteur d'émission de 1. Fait qu'une tonne de CO2 équivalent, c'est ça que ça va avoir comme impact. Si je prends le HFC 134A, qui, nous, quand on a commencé nos activités, c'était le gaz qu'on utilisait, lui, pour une tonne de HFC 134A, son facteur d'émission, c'était de fois 1300. Fait que ça, c'est énorme. Fait que là, la loi, elle a changé en juin 2021, 2021, pardon. Elle a changé, puis cette loi-là, impose un seuil de 150. Fait que tous les fabricants doivent se soumettre à utiliser des gaz qui vont être en dessous de 150. Nous, on a fait le choix d'aller encore plus bas que ça. On a utilisé une formule qui combine HFO puis CO2, fait que notre facteur d'émission est de 1. Mais la compétition, moi, je pointe personne du doigt, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont décidé de faire les choses autrement. Ils ont demandé des permis dérogatoires du côté du gouvernement, permis qu'ils ont eu. Donc, ils se situent avec des facteurs d'émission pour les gaz qu'ils utilisent qui varient entre 400 et 750. Bon, évidemment, on accuse souvent les entreprises, on les pointe souvent du doigt. Nous, on a fait, je pense, le choix judicieux de tout de suite réduire le plus possible l'impact de notre matériau. Mais c'est sûr qu'on estime que le gouvernement a une part de responsabilité. Quand tu permets de polluer, c'est que tu as des engagements que tu n'as pas respectés d'une certaine manière. Donc, l'éditorial du jour est passé là-dessus. Mais en gros, c'est pour démontrer. Puis ça, c'est pas nécessairement évident parce qu'on ne le voit pas. Hein. C'est invisible, c'est un impact qu'on ne voit pas. Fait que, c'est difficile de conscientiser les gens sur ça parce qu'en réalité, il y a un impact qui est vraiment réel. C'est juste que les gens, c'est pas aussi évident pour s'en rendre compte. Puis là-dessus, j'achève. Ça peut vous rassurer. On est dans le timing, c'est parfait. Ici, c'est pour donner un autre ordre de grandeur sur les impacts. Mais nous, moi, gars de développement durable, quand je vois ces chiffres-là, quand je vois des graphiques comme ça,
ça me dit que j'ai encore du travail à faire pour mes matières premières, malgré tous mes efforts pour intégrer du contenu recyclé. Mais ça me dit aussi que j'ai quelque chose à faire pour mes matériaux en fin de vie. Parce que là, en fait, la logique est relativement simple. C'est que le moment où moi j'arrive avec un système de recyclage pour mes matériaux en fin de vie, que je viens, en réalité, c'est une manière de venir atténuer mon impact au niveau des matières premières aussi. Fait que ça devient intéressant. Puis l'autre chose, je l'ai déjà mentionné, mais c'est d'accroître l'approvisionnement local. Quand on a commencé, là, nous, nos activités, ça a pris 1 an à avoir 1 % du volume qui vient du Québec. Puis aujourd'hui, on est rendu à 10 % comme je l'ai déjà dit. Fait qu'on est quand même satisfait des efforts que les villes font de plus en plus pour embarquer, pour emboîter le pas. La dernière diapo que je vais vous présenter ici, c'est pour vous donner un ordre de grandeur sur l'impact que le choix du type d'isolant va avoir à l'échelle d'un bâtiment. Donc, si on prend un bâtiment de 47 000 pieds carrés à peu près, dans un contexte de construction, évidemment, au Québec en 2021, donc, si je veux isoler mes murs extérieurs, ma dalle de béton, je vais avoir à peu près 750 panneaux pour le mur extérieur, puis 500 panneaux pour la dalle de béton, ce qui me donne un 94,4 mètres cubes de panneaux. Moi, mon impact là, pour cette commande-là, pour l'ensemble du cycle de vie de ces panneaux-là, ça va représenter à peu près 6,7 tonnes de CO2 équivalent. Fait que 6,7 tonnes de CO2 équivalent, c'est à peu près, je pars à Montréal, je vais à Vancouver en char, 6,7 fois. Fait que pour vous donner un ordre de grandeur, avec un Honda Civic, qui est une des voitures les plus vendues au Canada, si je prends le même produit en termes de propriété et de caractéristiques, mais du côté de d'autres compétiteurs, on va être à 222 tonnes puis 189 tonnes de CO2 équivalent, par exemple. Donc, juste ça, là, ça a un gros impact. Mettons qu'on fait le calcul du 5 millions de panneaux, c'est majeur. Donc, c'est pas mal ça. Fait que je suis déjà rendu à ma conclusion. J'espère que vous avez appris des choses sur le sujet. Je suis conscient que c'est relativement complexe. Pour moi, c'est un exercice aujourd'hui de juste essayer de le vulgariser pour que ça soit plus accessible. Mais à ce niveau-là, nous, on estime qu'il y a une grosse part du changement qu'on est en train d'essayer de faire qui doit venir de tout le monde. Moi, j'ai assisté à la présentation juste avant, puis j'ai vraiment aimé que les gens ils disent il y a une transformation de l'industrie de la construction qui doit se faire, puis que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Nous, on fait notre part des choses, puis on essaie le plus possible de réduire nos impacts au niveau qu'on a le plus de contrôle. Mais c'est sûr que, comme le polystyrène, une présentation comme ça aujourd'hui, on a besoin que les gens embarquent aussi, puis que les gens ils recyclent la matière, parce que nous, là, on aurait la capacité de prendre plus de matière d'ici, mais elle n'est pas accessible, elle n'est pas disponible. Fait que malgré toute notre bonne volonté, à la quantité de panneaux qu'il faut qu'on fabrique, il faut qu'on en ait de la matière un bon moment donné. Fait que c'est ça qu'on est comme pogné là-dedans présentement. Donc, je vous encourage à aller porter votre polystyrène dans les éco-centres de votre municipalité, du moins pour commencer. Puis vous penserez à nous à ce niveau-là. Puis pour terminer là-dessus, nous, en parallèle à la présentation que j'ai faite aujourd'hui, à notre usine de Sherbrooke, comme on l'a mentionné tantôt, c'est une journée porte ouverte aujourd'hui. Moi, je vous invite à aller voir. C'est à 20 minutes d'ici, même pas. La visite, c'est 15 minutes. Puis vous allez voir concrètement c'est quoi que ça a de l'air de transformer une matière pour la recycler, parce que c'est concret, puis c'est rare que les gens ont l'occasion de voir concrètement c'est quoi que ça a de l'air, le processus en arrière quand on met notre matière pour favoriser le recyclage. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Il y a un autobus qui passe. C'est possible aussi pour vous de vous rendre à vos propres moyens à l'usine. On est dans le parc industriel. Puis l'autobus, il reste à peu près une quarantaine de places. Puis à part à 2h30, c'est ça? Oui, c'est ça qui Donc, est annoncé. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions. De toute façon, il reste du temps pour des questions. S'il y en a qui souhaitent exprimer. Bonjour, félicitations d'abord. Je vous remercie. Et j'ai vu sur votre photo qu'il y avait des panneaux qui étaient installés à l'intérieur de la fondation de béton. Je suppose qu'on peut le mettre aussi à l'extérieur. Habituellement, ça va être à l'extérieur. OK, je l'ai vu à l'intérieur. Mais au début. Là. On s'est tout fait avoir avec la photo. Ah.
Ah ben ouais, vous avez raison. Ben, il y a peut-être un... Ouais. Des fois, les entrepreneurs font des choses. Hein. Fait qu'on peut la mettre, parce qu'on parle Oui, d'en ça peut mettre, se faire. Oh, ouais. Vous avez une membrane aussi, je pense, Ouais, vraiment ouais. pour- Ouais, pour assurer l'étanchéité. Ouais, Deuxième exact. question, combien de fois on peut recycler votre Ah produit? oui, ça c'est une bonne question. En réalité, là, c'est relatif. Ça va dépendre de ça va dépendre des contaminants qu'on va avoir. Parce qu'en réalité, là, le plastique, ils peuvent se recycler bien jusqu'à temps qu'il y ait de la cochonnerie au travers. Puis là, le moment où il y a de la cochonnerie, on peut perdre 5-10 dans notre cas. Nous, tous les rejets de production, là, à chaque étape, aussitôt qu'une coupe, nous, on a comme plein de conduites qui aspirent tous les rejets, puis qui retournent ça au début du procédé pour éviter les pertes. Mettons que j'ai des panneaux non conformes qui ne répondent pas aux standards, là, aux normes CSE qu'on doit respecter pour le bâtiment. Bien, ça, ces panneaux-là, nous, on les remet au début. Fait qu'on refait d'autres panneaux. Dans le processus d'extrusion, ça arrive que, bon, il y a trop de contaminants, il y a tout le temps un petit peu de contaminants. Fait que nous, il y a des rejets liés à ça, mais on peut les réutiliser d'une certaine manière, jusqu'à, mettons, 2 à 3 fois. Mais sinon, mettons, mon usine, sur 100 de déchets générés, j'en ai seulement 10 qui vont à l'enfouissement. Puis sur ce 10 %-là, c'est à peu près 8 qui vient de ce résiduel-là qu'on n'est pas capable de valoriser nous-mêmes chez nous. On collabore déjà avec des entreprises comme Polystyrène pour trouver des manières de réussir à recycler ça quand même pour éviter la perte. Fait en réalité, si le matériau est recyclé convenablement, ben, il n'y en a pas de fin. C'est quasiment... la fin, elle commence quand quelqu'un met son verre à terre. T'sais. Puis là, ce qui est malheureux, puis ça, c'est le gros point négatif que je trouve de ces... Ben, qui est positif pour un bâtiment, mais qui est négatif pour la planète, c'est le temps de dégradation que ça prend. C'est des centaines et des centaines d'années. Mais quand tu mets ça dans un bâtiment, ben, tu es content parce que c'est dans un mur, tu ne veux pas y toucher. Surtout pas considérant l'augmentation des coûts de matériaux et de main-d'œuvre que ça comprend. Ouais. Là, je vois que les panneaux isolants, ils ont été mis à l'extérieur, sur le mur, à l'extérieur. Peut-être la photo n'est pas claire, je pense. Non, mais là, je regarde pas la fondation, je regarde vraiment comme l'érection du bâtiment. Là. Ouais. Bon, ben ça, ces panneaux-là qui sont mis à l'extérieur sont de l'autre bord du pare-vapeur. Le pare-vapeur est à l'intérieur. Moi, ce que je me demande, c'est à quel point ça laisse passer la vapeur d'eau. C'est quoi le perm de ce matériel-là? Parce que c'est important, là, pour de vrai. Ouais. Ça prend. Faut que la vapeur d'eau passe de ton revêtement extérieur à ton pare-vapeur, sinon. Excuse-moi, je ne veux pas être mettre dans une situation mal à l'aise. Mais... Non, mais c'est une bonne question. C'est juste que je ne suis pas l'expert technique des matériaux. Moi, je suis l'expert de l'impact des matériaux. Fait que les gars, on se partage la job. C'est un produit à cellule fermée. Donc, il va avoir une forme de... Il va avoir quand même de la vapeur qui va passer, mais je ne pourrais pas te dire c'est quoi exactement les proportions. Mais ton point est bon que tu ne peux pas juste garder l'humidité là parce que là, sinon, tu vas avoir de la moisissure. Il faut que ça respire. T'sais. Ouais. Mais là-dessus, on a des... C'est vraiment strict. Hein? Les normes là, pour les codes du bâtiment, ils ne veulent pas qu'on mette n'importe quoi dans les bâtisses pour des enjeux de santé et de sécurité. Donc, sur la diffusion de vapeur d'eau là-dessus, nous, quand on fait évaluer ce type de critères-là, c'est sur des assemblages. Fait que là, il y a des par-heure, par vapeur qui vont être mis aussi. Mais c'est sûr que, tu sais, ce qu'on recommande, ben, il n'y aura pas de possibilité qu'il y ait de la moisissure qui va se créer. Ouais. Ben, c'est ça le plus important. Puis même, je vais revenir à ta question de tantôt sur l'impact de l'isolant. Là, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre aussi un comparable sur d'autres catégories d'isolants parce que là, j'ai juste montré l'impact entre une même famille. Mais mettons qu'on prend de la fibre de cellulose pour isoler des greniers, qu'on prend du spray foam, qui est de l'isolant giclé. Ça a tous des impacts différents, ça. Ça a tous des avantages puis des applications aussi. Fait
Fait que en fait, ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'on est vraiment chanceux parce que dans ce secteur-là, il y a plusieurs solutions qui existent, qui sont adaptées en fonction de chaque application. Fait que, ce que je veux en venir avec ça, c'est que selon les objectifs voulus, selon les applications souhaitées, ben c'est possible de faire le choix d'un bon isolant qui va être autant performant, mais qui va aussi avoir un impact réduit. Oui, alors d'autres questions? Parce que moi, j'en ai une question aussi d'un auteur d'idées, si vous permettez. C'est parce que tu as mentionné à plusieurs reprises que maintenant, on est rendu à 10 au Québec, là. Donc, de matière qui vient du Québec. De matière qui vient du Québec qui s'en vont chez vous, c'est ça? Oui. Ben moi, d'une part, je me demandais qu'est-ce que vous voyez pour faire évoluer ça, ou est-ce que vous avez des actions pour faire évoluer ça, pour aller vers 20, 25, ainsi de suite? Et moi, ma perception, c'est aussi, qui est peut-être tout à fait fausse, c'est que les gens, tu sais, tu as dit, ben là, n'hésitez pas à les porter à l'éco-centre, que les gens, ils ne savent pas qu'il y a une possibilité vraiment intéressante, que ça soit effectivement réutilisé puis réintégré dans un processus comme celui-là. Alors, moi, j'ai toujours l'impression qu'on n'avait pas vraiment de possibilité importante ici au Québec de faire ça. Là, je vois que vous le faites, puis qu'il y a un enjeu même de volume par rapport à la matière première, entre guillemets. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une information de base à faire auprès des gens? Parce que c'est sûr, tu peux avoir des entreprises qui sont dans la production. Par exemple, on a parlé des appareils ménagers qui vont utiliser ces isolants-là pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la livraison des bosses, des choses comme ça. Bon. Mais au niveau de l'individu, pour commencer, qu'est-ce qu'on est en mesure de mettre de côté, puis comme quantité de styromousse, puis est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut toujours la peine, là? D'aller porter. Tu as parlé d'un verre, là. Il y en a partout des verres comme ça. Il y en a plein dans l'alimentation. Ouais. Donc, il y a la personne, il y a les entreprises, puis est-ce qu'il n'y a pas un manque important d'informations pour que les gens sachent que oui, ça vaut la peine que si j'achète un produit puis qui est dans du styromousse, je le prends puis je vais aller le porter ou est-ce que je peux le mettre dans mon bac, je ne sais pas trop quoi. Bon, voilà. C'est une bonne question qui met le doigt sur la complexité du problème. Parce qu'en réalité, là, j'en parlais avec un de mes collègues tantôt à l'usine. Il y a des solutions, c'est possible de le recycler, mais présentement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans les manières, dans les systèmes qu'on a, qui font en sorte que c'est des freins. Oui, évidemment, nous, le choix qu'on a fait pour commencer, c'est d'éduquer le plus possible les gens. Notre première difficulté qu'on rencontre, c'est que notre cible, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. On a besoin d'eux. Mais nous, quand on check nos listes d'envoi ou nos... mettons, j'envoie un courriel, ben c'est à des clients. T'sais. C'est un architecte, c'est un entrepreneur, c'est un quincaillier. C'est quelqu'un qui va acheter mon produit. Donc, lui, je peux le sensibiliser, mais ma manière de joindre la population, ben là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide des villes, des organismes environnementaux. J'ai besoin d'aide de chaque personne aussi, parce que la communication la plus efficace, là, c'est dans tout le... Moi, j'ai un bac en com, tu sais, puis on m'a toujours dit que la communication la plus efficace, c'était de bouche à oreille. C'est vrai. Si chaque personne parle de ça à une autre personne, ben là, tu sais, ça ne coûte rien, là. C'est juste les gens qui en parlent. La personne, là, mon collègue avec qui je jasais à l'usine, il disait, ben, tu sais, à quel point, là, tu sais, ça ne marche pas. Moi, il faut que j'aille porter mon polystyrène. Ben, tu sais, il va le porter à Sherbrooke parce qu'il travaille là. Mais mettons, j'ai un de mes amis qui va porter le polystyrène ou l'éco-centre, puis là, il y a une queue de 50 chars à l'éco-centre. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça peut être décourageant quand, finalement, ben, tu es pogné à attendre puis à brûler du gaz dans ta file pour aller porter ton polystyrène. Fait que c'est sûr que le problème est complexe parce qu'il y a de l'éducation à faire qu'on ne peut pas faire toute seule. Des organismes comme Recycle Québec, probablement, qui ont un rôle à jouer là-dedans. Les éco-centres qui ont de la modernisation à faire pour faire en sorte que, pas juste pour le polystyrène, mais pour toutes les autres matières, ça soit plus fonctionnel, ça soit plus efficace, plus incitatif pour les gens. Puis
Puis, je pense que c'est principalement ça. Nous, c'est sûr qu'on a encore du chemin à faire pour rappeler l'importance que, ben, regardez, il y a un besoin, il y a une application. C'est ça, ça prend le soutien des autres là-dessus. Ouais. Parce que ça avait un coût de... Il faut que vous soyez profitable aussi. Là. Ça coûte cher, cette communication-là. Hein, donc, Ouais. ça revient à la société de faire une partie du chemin. On est profitable, ça c'est sûr. Non, mais si tu fais de la formation, d'éducation, Ouais. c'est un coût additionnel. Oui, obligé de exact. mettre dans, Ouais. là, le produit vient moins peut-être attrayant à le vendre. Enfin. Mais formation, c'est un bon point. Puis même hier, j'avais le centre de formation professionnelle à Sherbrooke, je ne me souviens pas comment il s'appelle, il y a une formation en charpentier-menuiserie. Puis eux, ils étaient dans leur module d'assemblage de murs avec des panneaux isolants. Puis on leur a fait visiter l'usine hier. C'était super le fun, les gars, ils étaient super smart. Puis, mais pour eux, ben, ça veut dire que le moment où on va arriver puis qu'on va arriver avec une solution de recyclage sur les chantiers de construction, ils vont être déjà ouverts à ça. Ouais. C'est du long terme, mais enfin. La cellulose, c'est aussi un matériau recyclé. Oui, on en fabrique aussi. Pas coûteux à retransformer, tout ça. Puis, ça se compare comment en performance d'impact? Encore plus faible. Ouais. Ben, mettons que je prends parce que nous, on fabrique des isolants en fibre de cellulose à Sainte-Julie, près de Montréal aussi. Puis on a fait l'analyse de cycle de vie du produit. Puis là, je ne l'ai pas, là, mais pour vrai, on aurait de la difficulté à avoir la ligne. Ouais. C'est vraiment encore c'est quasiment 3 ou à 4 fois plus faible encore que le Sopra XPS. Mais c'est dû au fait qu'il n'y a pas de matière plastique dedans. Il n'y a pas d'agent de gonflement non plus. Mais tu sais, la cellulose, on ne pourra pas mettre ça sur une fondation. C'est pas son application. Mais dans un mur, ça peut être un excellent isolant, mais même qu'il y a des propriétés d'insonorisation aussi. Fait que là, on vient accroître le confort acoustique. Fait que ça devient intéressant. Mais c'est ça. Ça, c'est le gros enjeu de tous les fabricants, à mon avis, c'est de réussir à réduire le plus possible l'impact, mais en conservant la durabilité et les performances aussi du matériau. Fait que ça, c'est un sacré défi. Là. On s'amuse beaucoup avec la R&D là-dessus. Là. Ouais. C'est jamais facile, mettons. Ouais. Bien, je pense qu'il reste quelques minutes. Là. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure et te remercier encore pour la présentation. Je rappelle qu'il reste de la place pour la visite sur l'autobus qui normalement part à 14h30.